ton tour du coup. Bah pluie, allons sur pluie. Parce que toi, oui, c'était pluie, toi, ton... C'était un thème quand même très très large parce qu'il y avait beaucoup de choses. J'ai passé un temps infini à trouver. Parce que j'avais 15 000 idées de Seven. Pluie d'enfer. J'ai pensé à Pluie d'enfer aussi, à Darkwater de Nakata, enfin il y en a un paquet. Ouais. J'ai même regardé un truc que j'avais mis d'abord au compteur qui s'appelle Devil's Reign, qui est un film vachement cool aussi. J'ai failli en parler, mais l'autre me tenait un peu plus à cœur, mais un film de Robert Fust, je sais pas comment ça dit, Fust, qui a été notamment l'abominable Dr. Fives en 71 avec Vincent Price. Et pour le coup, donc Devil's Reign, c'est très rapidement, c'est un truc, si vous voulez le découvrir, c'est avec William Shatner, Tom Skerritt. Ah oui. Que du beau casting en fait. John Travolta quand il était très très jeune. Et Ernest Borgnine. Et si vous avez l'occasion de découvrir Devil's Reign, j'en dis pas grand chose, mais voilà, c'est juste, c'est une belle découverte. Pour le coup, la pluie a un sens aussi particulier. Mais le risque en fait, c'est que si je prenais ce film-là, je vous spoilais l'intégralité s'il fallait que je parle de la pluie. Donc je vais pas le faire. Vous laissez le découvrir. Mais voilà, c'est un petit conseil comme ça à côté, une reco. Allez découvrir Devil's Reign parce que le casting est mortel et qu'il y a plein d'idées et que c'est vachement intéressant. Mais finalement, bon, je suis revenu sur un truc peut-être plus classique, on va dire, et plus dans ce qu'on pouvait attendre de ce que je pouvais proposer sur ce sujet-là, à savoir un film d'horreur. N'empêche que la pluie, ouais, c'est un truc intéressant au cinéma. De toute façon, c'est quand même un motif important. Bien c'est sûr. un motif difficile à gérer globalement, en fait, pour les réalisateurs. Globalement, c'est très compliqué de gérer la pluie et c'est très compliqué de bien la gérer, surtout. Ça symbolise des tas de trucs, que ce soit des questions extrêmement simples que de poser quand il y a de la pluie, ça pose du désespoir, etc. Que le fait de laver les péchés, etc. Et là, pour le coup, laver les péchés, c'est ce qui m'intéresse dans le film dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, Evil Dead version 2013 de Fede Alvarez. Donc, on part sur un classique, un remake de classique. Alors, Fede Alvarez, très rapidement, un remake. Alors, moi, pour le coup, j'aime beaucoup. Moi aussi. Vraiment beaucoup. Qui est un super beau film. Fede Alvarez d'abord fait un. Ah, toi aussi, tu es fan aussi? Ah, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, parce que souvent, quand je parle de ce film-là, c'est très très. Alors, il n'a pas été déprécié tant que ça, mais c'est vrai que ça m'est arrivé de me retrouver face à des gens qui me disaient mais c'est de la merde. Mais j'ai l'impression que c'est sous prétexte que c'est un remake aussi. Mais c'est oublié quand même que c'est un remake qui est fomenté quand même par l'équipe de base, Bruce Campbell, Sam Raimi et Phil Tippett, qui sont quand même les mecs qui ont bossé à la base sur les œuvres d'origine. Et pour le coup, donc c'est réalisé par Fede Alvarez, qui est un jeune réalisateur uruguayen qui avait réalisé un film que je vous conseille, un court-métrage qui s'appelle Attaquer des panicos. Donc il se passait que c'était grossièrement un truc qu'il avait fait vraiment avec une caméra DV à l'intérieur de Montevideo, et c'était l'invasion de Montevideo par des robots géants. Il est sur YouTube, ça dure 4 minutes 59. C'est vachement bien, si vous avez l'occasion. C'est en termes d'effets spéciaux et de mise en scène, c'est fou. Et c'est fait vraiment avec que dalle. Et je pense que par ce biais-là, en fait, Sam Raimi a eu, je pense, un coup de cœur sur le mec, et donc lui a proposé ce projet lourd de conséquences et très très difficile à gérer, parce que fatalement, quand tu dis je vais remaker Evil Dead, tu te manges, t'as 3 fusils à pompe braqués sur la tête avec tous les fans qui est autour, donc c'est très compliqué à gérer. Surtout que quand tu vois la trilogie de base Evil Dead, c'est compliqué parce que Sam Raimi part avec un film d'horreur à l'origine qui se veut très premier degré avec quelques incursions de comédie, mais quand même très premier degré, et qui fonctionne encore. Evil Dead 2 qui se veut une sorte de remake ou de digression sur le premier Evil Dead, mais en basculant dans la comédie, une sorte d'alternative un peu caustique au premier, qui est juste génial, qui est un chef-d'œuvre absolu comme le premier. Et Evil Dead 3 qui est une sorte de relecture quasi Monty Python avec vraiment en sens sacré graal du terme, ou la vie de Brian, mais version Evil Dead, qui est génial aussi. Avec des magnifiques, enfin peut-être même le plus bel hommage à Ray Harryhausen, pardon, et à Jason et les Argonautes, avec la baston de fin, avec du stop motion dans tous les sens, c'est génial. Et là, on arrive à un truc qui va essayer de faire quelque chose en remakant le premier, en revenant à quelque chose qui est premier degré, là où le film, la saga d'origine avait déjà retourné le concept pour ironiser dessus. Donc c'est très compliqué. C'est un remake qui est quand même assez couillu. Alors Fede Alvarez, il se démerde. Alors pour peut-être résumer l'histoire, mais l'histoire finalement elle est assez accessoire dans ce genre de film globalement, même s'il y a un petit gimmick d'écriture qui est plutôt intéressant. Donc on suit un groupe de jeunes qui vont se retrouver en pleine forêt pendant un certain laps de temps dans une cabane paumée au fin fond de la forêt. La spécificité de ce truc-là, bien sûr, c'est qu'ils ont rajouté un petit élément qui est plutôt intéressant, c'est plutôt d'y aller pour aller faire la fête, baiser, fumer des pétards.
ils y vont pour sevrer l'une des jeunes femmes du groupe, qui est une camée et qui se voilà, on va l'isoler. Il y en a une dans le groupe qui est infirmière et l'idée c'est de faire un sevrage un peu sauvage à l'intérieur. Ce qui fait que grossièrement toutes les premières incursions du paranormal qui vont advenir vont être pris pour le manque, en fait, pour l'effet du manque sur la jeune femme, donc qui s'appelle Mia pour le coup, et on ne sait pas si c'est vrai ou faux. En tout cas les gens autour vont douter. Donc voilà, l'idée de base est simple, et puis après il va se passer ce qu'il y a dans Evil Dead. Ils vont trouver le Necronomicon dans le sous-sol de bon, je spoil rien, dans le sous-sol de la baraque. L'un va lire de manière imprudente le Necronomicon, et ça va réveiller le mal qui est dans la forêt. Donc voilà, c'est extrêmement simple. Après, ce qui est super intéressant, c'est la mise en scène de Fede Alvarez. Alors déjà, c'est même au passage, c'est la photographie qui est absolument sublime. Et puis après, c'est la mise en scène complètement folle de Fede Alvarez qui rend hommage à Sam Raimi, à la folie de Sam Raimi, tout en essayant de trouver sa propre spécificité. Et il faut admettre que, et on le verra avec les films que Fede Alvarez a fait après, que c'est un excellent metteur en scène. Je pense notamment au second film qu'il a fait, qui s'appelle La Maison des Ombres en France, mais je ne me rappelle plus du tout du titre anglais. Avec la même actrice qui est Jen Levy qui joue ici Mia. Je ne me rappelle plus. Vas-y. Est-ce que Mia danse? Elle danse le Mia. Oh, beau. Très très beau. Donc, alors, passage, le personnage de Mia, et moi je le trouve génial. Je trouve que c'est un personnage hyper attachant. C'est-à-dire que le film, alors au-delà d'être moi quand j'ai vu au cinéma, moi j'étais comme un gosse, j'étais tout fou parce que c'est ultra gore. Il y a assez peu de limites. Moi, ça fait longtemps que j'avais pas pris autant d'hémoglobine dans la gueule au cinéma. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de numérique, donc c'est que des effets pratiques. Donc c'est fait avec un vrai amour de l'effet pratique, de la mousse de latex et des giclasses de sang. Et alors pour le coup, pour revenir à la pluie quand même, pourquoi j'ai choisi la pluie? Parce que pour moi, à la fin, il y a une des plus belles séquences de pluie que j'ai vues au cinéma. Je trouve que la séquence est magnifique, avec une pluie de sang. Et cette séquence est magnifique parce qu'elle commence avec un plan zénital qui finit dans une sorte de travelling qui va vers le sol et qui suit la première goutte de sang qui va perler sur le pendentif que tient l'héroïne, que je trouve sublime. Et après, vous avez une sorte de travelling vers la cabane et avec l'héroïne qui est couverte de sang et avec cette cabane en fond en légère contre-plongée. Je trouve c'est vraiment vraiment superbe. Donc il y a plein de plans comme ça qui sont ultra iconiques, et ce qui est intéressant justement, c'est qu'on part encore une fois du même concept qu'Evil Dead à l'origine, c'est-à-dire que dans le premier Evil Dead, Bruce Campbell, vous le voyez vraiment comme un... Si vous n'avez vu que Evil Dead 2, Evil Dead 3 et potentiellement Ash vs Evil Dead, c'est un héros, c'est un personnage iconique, sauf que dans le premier, il faut pas oublier que c'est un personnage qui est à la base complètement secondaire en fait, qui va progressivement sortir. C'est un personnage assez maladroit, qui a absolument pas l'étoffe d'un héros, un peu loser. Et si tu voyais les Evil Dead à l'époque, ça paraissait assez étonnant que le personnage de Ash, joué par Bruce Campbell, sorte tout d'un coup du film pour devenir la figure héroïque. Là, c'est exactement pareil, le personnage de Mia, et alors pour cause dans le scénario, en plus, il y a des éléments qui vont faire, qui peuvent amener encore plus à douter qu'elle va devenir une héroïne, mais elle devient vraiment une héroïne iconique, et cette séquence de fin, donc sous la pluie de sang, est purement iconique. Oui, ce qui aurait été d'avoir vraiment le spin-off, enfin le crossover avec Bruce Campbell, qui apparaît en post-générique d'ailleurs au passage. Et au passage, pour juste donner un petit élément de news, Fede Alvarez parle d'un Evil Dead 2 depuis un certain temps, et il aimerait justement une réunion entre le personnage de Mia et le personnage de Ash. Au passage, puisque mes deux chats s'appellent Mia et Ash, donc il y a un lien de cause à faire. J'aimerais ce lien-là, parce que je trouve... Ouais. Et le voilà... Alors, oui, je t'en prie. Non, mais ce qui peut se questionner, parce qu'effectivement, ce qui est marrant avec Evil Dead, ce remake en tout cas, c'est que c'est le vrai film d'horreur, ce que n'est pas le premier. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'il y avait dans l'esprit Sam Raimi de son premier, je pense qu'il pensait faire un vrai film d'horreur, mais du coup, avec les moyens qu'il avait, il en a fait un... c'est déjà une comédie, un petit peu. Il y a des éléments comiques. Mais il fout moi, le premier, il fout les jetons encore. Hein. Oui, non, bien sûr, mais il y a ce côté, comment dire, grandiloquent ou grand quignol. On oppose souvent le truc, mais c'est vrai. Alors que alors que ce remake là est vraiment de la pure horreur, comme on en a rarement vu depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est bien. C'est plus la mode ces dernières années de faire ce genre de truc. Et d'ailleurs, Draw Me to Hell, enfin le film de Sam Raimi est dans la même veine. Il est très très bon parce qu'on est dans l'horreur pure et sans artifice slasher chelou. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Puis il y a un côté qui est ultra opératique aussi que j'aime bien en fait, où vraiment on peut monter comme ce qu'était d'ailleurs au passage Evil Dead 2, il y avait ces éléments là où on avait vraiment
un travail au-delà de rester dans l'horreur pure. On arrivait dans un final qui était quasi ce qui est devenu avec Evil Dead 3 de la pure fantasy et de la pure dark fantasy à des moments en fait. Du coup, ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec toi, ça peut être cool qu'il y ait un rapprochement avec les travaux d'origine, mais à ce moment-là, faut que ça se fasse dans le sens parce que Evil Dead est devenu de la comédie, faut que ça se fasse. Oui. Tu vois le genre de trucs un peu bizarres, faut que ce soit. Ah, c'est compliqué, ouais. Faire du robe zombie à ce moment-là. Du semi-grandiloquent, quoi. Être sur le fil, vraiment, ouais. entre les deux. Parce que c'est vrai que là, oui, on part sur des bases très très premières. Donc si tu passes de l'autre côté et que tu ramènes Bruce Campbell, c'est compliqué, hein. C'est pas facile à faire, quoi. En tout cas, c'est pas vendeur pour les studios. Et puis c'est casse-gueule, c'est très pour le coup, en effet, c'est hyper casse-gueule. Parce que là, celui-là, en effet, il est moins casse-gueule pour un studio parce qu'il a au moins cette motivation d'être un film d'horreur pur. Mais ça, donc il n'y a pas d'ambiguïté pour les studios. C'est Blumhouse n'existe que par rapport à ce film-là. Ah bah oui, je suis d'accord, tout à fait, oui. C'est ce qui a amené Blumhouse derrière, en fait. Sachant qu'en plus, mais en allant plus loin que Blumhouse va, parce que finalement Blumhouse ne se laisse jamais aller dans les extrémités, par exemple. C'est ce qui a réhabilité en fait le film d'horreur à la Blumhouse. Enfin, oui, tout à fait, oui. C'est grâce à ce film-là en fait, qui est le reboot d'un film fondateur déjà à l'époque. Et au passage, un des rares remakes vraiment, vraiment réussis d'un classique de l'époque. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a un vrai réal à la barre. C'est un petit peu comme la colonie des yeux d'Aja, quoi. Parce que tu as un vrai réal derrière aussi qui se pose des questions, qui fait pas ça à l'arrache. À l'époque. Oui, qui est arrivé trop tôt, ouais, je suis d'accord, oui, tout à fait. Mais c'est exactement ça, oui. C'est ce qui a lancé, enfin, je veux dire. Oui, ce que fait Blumhouse, enfin, ce qu'essaye de faire Blumhouse de temps en temps. Avec Sea Hunt ou avec Blowout, tout ce genre de trucs, tu vois. Oui, on essaie quand même, en effet, d'avoir un côté un peu plus vénère, un peu plus agressif quand même. Radical, ouais. Parce que là, pareil, t'as quand même des choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire qu'on reprend même les passages obligés du film originel, mais qui sont complètement retravaillés différemment. C'est-à-dire que là, par exemple, je pense à la séquence dans le premier film de la jeune femme qui se fait violer par l'arbre, qui a un côté finalement qui peut avoir un côté entre guillemets assez ridicule, même si je trouve que moi, dans l'ambiance, ça fonctionne. Là, la séquence du viol par l'arbre, pas vraiment par l'arbre parce que c'est une sorte de buisson et tout, par une sorte de branche, elle est vraiment tournée extrêmement radicalement, de manière extrêmement noire, et ça c'est en plus renforcé notamment par la séquence qui pour moi est vraiment visuellement hyper intéressante et qui dénote un petit peu qui fait la profession de foi pour moi du film, qui est la séquence de la salle de bain, que je vous laisse découvrir, qui est d'une brutalité absolument inouïe. Et qui est un exercice de mise en scène dans un lieu clos et très très petit, qui fonctionne hyper bien et qui est à la fois extrêmement angoissant. C'est-à-dire que le film, au-delà d'être gore, il arrive à être angoissant, à être tendu. Alors, il y a ça et là, c'est vrai qu'on peut lui reprocher des petites jumpscares un peu inutiles parfois. Et ça, c'est un petit peu la tendance un peu Blumhouse dont tu parlais aussi, c'est de foutre des jumpscares un peu à la con des fois. Mais n'empêche, comme il y a une ambiance qui soutient tout ça, je trouve que ça fonctionne quand même. Et puis, bon, la radicalité de l'ensemble fait que... Voilà, c'est un film qui est vraiment dur, qui est assez sauvage. Et moi, encore une fois, ce que j'aime bien, pour revenir à la séquence de pluie finale, c'est que pour moi, il y a vraiment une envie d'étoffer l'or et de poser quelque chose qui aille au-delà d'une horreur un peu en huis clos et de faire vraiment un univers quasiment, encore une fois, quasi de la dark fantasy sur la fin, en fait, et de créer ce côté hyper iconique, notamment du personnage principal, tout en prenant, et ça c'est intéressant aussi, j'aime bien le fait que ce soit un réalisateur aussi hispanique, je t'en prie, à tes souhaits. Parce qu'il y a quelque chose qui est très de l'ordre du fantastique espagnol aussi. Il y a des incursions. Je pense notamment à une séquence qui est tout à la fin de. Alors, ce sera un tout petit peu spoilé. Je suis désolé, je vais spoiler. Je dis pas de qui il s'agit, mais ça me paraissait important quand même de prendre cette séquence-là parce qu'il y a une séquence donc d'enterrement d'un personnage, sans dire pourquoi, et de la résurrection de ce personnage, on va dire, pour être très flou, qui est vraiment tournée comme et notamment la relation entre les deux personnages qui jouent, elle est traité comme un film espagnol le traiterait en fait. Je trouve ça intéressant que soit Fede Alvarez en tant que réalisateur justement hispanique, on va dire, qu'il fasse cette incursion-là de cinéma fantastique hispanique à l'intérieur. C'est-à-dire que au-delà d'être un remake d'un film américain de Sam Raimi, il y a aussi, je veux dire, le réalisateur s'approprie aussi sa propre culture et sa propre manière de travailler le fantastique pour l'injecter à l'intérieur de ce truc-là, ce qui fait que ce n'est pas qu'un simple décalque de l'original. Ce n'est pas qu'un simple exercice de style sur ce classique à l'origine, mais c'est aussi une manière pour le réalisateur de trouver sa propre patte et d'y mettre ses propres obsessions, ses propres idées.
Donc ce film est vachement bien, je vous le conseille très fortement. Moi, c'est un film qui me touche beaucoup, que je vois hyper souvent, qui me donne la patate au-delà de l'horreur atroce qu'il peut y avoir dedans, de l'angoisse que je peux ressentir à le revoir. Moi, je m'éclate comme un gosse et voilà, c'est un vrai kiff, c'est un gros coup de cœur. Ce film-là, bien sanglant, un gros coup de cœur sanglant.